Bonjour, donc je suis Christian Kest. Je suis désolé, j'ai préparé des slides, mais sur Minitel et je n'arrive pas à les afficher, donc on fera sans ou je vous les passerai après si vous voulez les monter. Voilà. Je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Sourigraph. Je ne sais pas exactement de quand il date. Je pense 85-86, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est une société qui s'appelle PA Informatique qui a fait cet outil. C'est une société qui était bien implantée dans tout ce qui était Minitel et qui faisait entre autres, qui vendait entre autres des serveurs Minitel. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Nanobase, puis il y en a, voilà, donc il faisait des serveurs Minitel. Mais un Minitel, le problème du Minitel, c'était sa norme d'affichage qui était quand même assez particulière, le vidéotexte. Et donc, créer des écrans vidéotexte, c'était assez compliqué. Le Minitel utilisant un générateur graphique, vidéographique Alpha Mosaic, en général provenant de chez Thomson, c'était la série des EF 93, 40, 41 et suivants. C'était un truc qui était utilisé aussi pour le télétexte, le Antiope. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Donc c'était la même norme, mais avec un mode de diffusion pour Antiope qui était le signal télévision, et pour le Minitel, donc un modem, voilà. Donc pour créer ces écrans, c'était assez compliqué. Les tout premiers à avoir fait des consoles de composition, parce que c'est comme ça qu'on appelait ces outils à l'époque, c'était, je crois que c'était la société Fiat qui faisait un système qui s'appelait Unitel, un truc qui valait 50 à 80 000 francs. Donc c'était la toute petite série, c'était pas quelque chose de très répandu. Alors moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser au Minitel avec mon Apple II, c'est-à-dire fin 84 à peu près, je me suis fait un outil pour créer des pages vidéotexte, mais alors très très rudimentaire, ça gérait pas le graphique et tout ça, mais j'avais beaucoup d'espoir dans mon truc et je l'avais appelé Rembrandt. Bon, c'est pas allé plus loin que mon Apple II et je suis pas allé plus loin que ça. Donc Sourigraph, c'est un outil qui fonctionne sur un Apple II, il faut qu'il y ait au moins 48K, mais il n'a pas besoin de choses bien particulières à part deux choses. Comme son nom l'indique, une souris. Et comme son nom l'indique pas, une carte Apple-Tel. Je vais faire une grosse parenthèse sur la carte Apple-Tel parce que je pense que c'est une carte, ça vaut vraiment le coup de savoir ce qu'il y a là-dedans. La carte Apple-Tel, elle est sortie en septembre 83. C'est une carte qui a été développée, je pense, sur le plan hardware par Roland Moreno, donc le papa de la carte à puce. Cette carte intègre en grande partie le hardware d'un Minitel. Surtout la partie graphique, c'est-à-dire les fameux générateurs vidéo de Thomson, les F93, 40 et 41. Elle contient aussi un modem, et du coup, on peut l'utiliser soit pour transformer un Apple II en l'équivalent d'un Minitel. Donc on utilise le modem, on utilise la partie graphique pour afficher des pages Minitel en se connectant à un serveur. Ils avaient été fournis en bundle avec cette carte, un logiciel qui permettait d'automatiser, de faire des scripts qui permettaient d'automatiser la consultation de comptes, la récupération de données à l'intérieur des pages, etc. Donc par exemple, on pouvait lancer un script tous les matins pour aller se connecter sur le compte à la banque, récupérer le dernier solde et ce genre de choses. Il y a eu plein d'autres logiciels qui ont été développés qui s'appuyaient sur la carte Apple-Tel. Il y a eu par exemple un outil qui s'appelait Discobol qui permettait de faire du transfert de disquettes à travers le modèle de la carte Apple-Tel. Il y a eu un outil qui s'appelait ASCII Express qui était un terminal 80 colonnes, ASCII, etc. Il y a eu des serveurs Minitel, ça je vous en parlerai demain. Donc moi j'ai développé un logiciel qui s'appelait Crystal qui permettait de faire des serveurs, mais il y a eu aussi Télépone, Télébasique, Fakir,
Nestor 4, qui permettait même de gérer 4 cartes Appletel dans un Apple II pour gérer 4 voix en simultané. Donc il y a eu pas mal de choses faites autour de cette carte. C'est une carte qui n'était pas donnée, entre 6 et 7 000 francs. Du coup, elle a été quand même pas mal piratée. Et moi, ma carte Appletel, à l'époque, c'était une carte pirate que je m'étais montée moi-même. J'avais acheté un cuivre et voilà, acheté tous les composants. Il y avait un composant impossible à trouver qui était un régulateur de tension. À l'époque, on avait un mal fou à le trouver, c'est le TL783C. On trouve maintenant sans problème. Donc voilà, cette carte, il y a eu pas mal de copies de faites, copies sûrement de sources plus ou moins officielles, parce que les cuivres étaient franchement identiques. Ouais. Là, il y a eu il y a eu des fuites où les typons sont sortis ou je sais pas quoi, mais franchement, ça n'a pas été un truc bidouillé, quoi. On sentait bien que c'était propre. Donc voilà. Et alors les autres usages, on pouvait faire des serveurs, donc avec cette carte, on pouvait faire aussi donc cet outil. Il y a Hello Informatique, donc qui commercialisait la carte, a aussi fait un autre outil de composition d'écran Minitel qui s'appelait ProText. Et ProText, par contre, un peu comme mon Rembrandt, ne gérait pas vraiment la partie graphique, et c'était quand même très limité dans ses fonctionnalités. J'en ai une. Alors ProText, il a besoin d'un joystick pour fonctionner et pas d'une souris. Donc souris graphe, quand on démarre, donc il marche sous DOS. Je crois qu'il y a des versions Pro DOS qui existent. Il marche sous DOS et puis il a cette particularité qu'il n'utilise absolument pas la vidéo d'Apple. C'est-à-dire que dès qu'il démarre, il switch sur la vidéo intégrée Minitel. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le générateur vidéo du Minitel. Alors notre image, elle est prévue pour être en 4 tiers. Bon, c'est pas grave, hein, vous ferez... là aussi, vous aurez des ronds qui seront pas ronds. Ça va. Voilà. Donc son interface est vraiment assez originale parce que donc ça c'est l'écran principal le menu principal de fonctionnement de souris graphe. Vous voyez qu'on peut changer de lecteur de disquette, donc là j'en ai qu'un, donc ça, voilà. Là j'ai le catalogue du disque, et je peux par exemple charger une page, je la sélectionne, je charge, donc ça lit la page. Voilà, donc l'image présente en mémoire, c'est 3615 version 2012. Et là ensuite, je peux passer en mode édition. Donc là je vois, j'ai récupéré une page et ça me l'affiche telle qu'elle s'affiche sur un Minitel, et avec, au niveau graphique, c'est vraiment identique au pixel près, vu que c'est le même générateur graphique que le Minitel. Donc on n'est pas franchement dans une émulation. Et ensuite, le fonctionnement de souris graphe. C'est quoi la ligne du haut là, qui s'affiche? Ah, la ligne du haut. Alors la ligne du haut, elle ne fait pas partie de l'écran, parce que sur un Minitel, on avait 24 lignes utiles et une ligne 0 qui était la ligne de service, voilà, sur laquelle s'affichaient des informations comme communication établie, vous aviez le tarif qui s'affichait, ce genre de choses. Ou bien sur les Minitel les plus récents, quand vous aviez un appel, un double appel, vous étiez connecté sur Minitel et vous aviez un appel, ça vous indiquait il y a quelqu'un qui est en train de vous appeler. Minitel récent quand même, hein. Minitel 2 et suivant. Donc, je vais vous refaire un bref tour des limitations du vidéotexte. Du coup, là, cette ligne, elle servait au menu, en fait. Elle servait au menu. Non, elle ne servait pas au menu. En fait, quand on crée un service, on n'était pas censé l'utiliser. Voilà. Et là, dans souris graphe, oui. Je réponds un peu à côté de ta question. Mais oui, ils ont utilisé cette ligne 0, qui ne fait pas partie de la page, comme étant la ligne de menu. D'accord. Ce qui est quand même... Et par contre, pour l'usager, ça fait en gros l'équivalent d'une barre de statut. Comment? Pour l'usager, ça fait l'équivalent d'une barre de statut. Pour l'usager, c'était une barre qui, en général, restait vide et sur laquelle certains messages pouvaient s'afficher au cours de la communication.
Donc là, ils l'ont utilisé, eux, comme espace pour mettre le menu pour accéder aux différentes fonctions. C'était une barre de statut en ce sens que tu avais le C clignotant quand tu voulais connecter et le F fixe quand tu voulais. Alors il y avait au moins ça, effectivement, Là, c'est un statut. mais il y avait aussi d'autres choses qui pouvaient s'afficher en cours de communication. Donc là, ce qu'on voit sur cette page, c'est qu'on a différentes couleurs. Alors vous voyez en couleur, en fait sur un Minitel, ça s'affichait en noir et blanc, et moi sur l'écran de contrôle, qui est en fait l'écran de mon Apple II, c'est en noir et blanc. Du coup, ça me permet de voir quand je compose la page, et sa version couleur, et sa version noir et blanc. Ce qui est quand même très pratique, parce que, évidemment, l'immense majorité des Minitel étaient noir et blanc. Donc quand on composait une page qui était destinée à des utilisateurs grand public sur un Minitel noir et blanc, on la pensait noir et blanc. Ça peut pas être le cas, mais c'est noir et blanc, c'est niveau gris. J'ai pas compris ce que tu as dit. En fait, Chaque couleur est traduite à une correspondance en niveau de gris. Voilà. Donc le bleu c'est 40% de luminosité, etc. Et ça monte jusqu'à 100% le blanc. Voilà. Et ça faisait des trames en fait sur l'écran du Minitel. Non, sur le Minitel c'est vraiment des niveaux de gris. Oui, c'est vraiment des niveaux de gris. Oui. C'est sur les émulateurs Mac plus que ça. Alors sur les émulateurs, quand on était sur un Mac qui était en noir et blanc, après quand on a eu la couleur, on avait des vrais niveaux de gris. Effectivement, on faisait des émulations avec un tramage mais on n'arrivait pas à reproduire les différentes luminosités. Et puis ça donnait des choses qui étaient assez difficiles à lire. C'était aussi un problème quand on voulait sortir des versions, des copies des pages écran. Il y a eu plein d'imprimantes pour Minitel, j'en ai amené quelques-unes si ça vous intéresse. C'était quand même assez difficile de reproduire ces niveaux de gris. Évidemment, les couleurs sont encore plus compliquées. Mais la majorité des écrans étaient conçus plutôt pour du niveau de gris. Donc là, ce qu'on voit sur la page, c'est qu'on a différentes couleurs, donc qui correspondent à différents niveaux de gris. Et au niveau du texte, là, on a du texte qui est en double hauteur. Donc le texte pouvait être en 4 tailles différentes, normale, double hauteur, double largeur et double taille. Voilà. Les couleurs, donc, couleur niveau de gris, donc on avait noir, blanc, et puis on avait 6 valeurs intermédiaires. On avait très très peu de caractères graphiques. Alors on avait des tirets horizontaux, verticaux, des barres en haut, en bas, à droite. On n'avait pas par exemple de croisillons, donc on ne pouvait pas faire de tableau avec des croisillons, c'était pas possible. Ou alors on mettait des plus, c'est un peu bizarre quoi. Et ensuite on avait ce qu'on appelait des attributs, c'est-à-dire couleur de fond, couleur de caractère. Donc là on voit notre texte il est soit en blanc, là il est en bleu, et là il est en noir, vous voyez, et puis là c'est du texte aussi, mais il est en magenta. Et puis on a les possibilités de faire l'inversion vidéo, du souligné, du clignotant, là on n'en a pas, et on a aussi un autre mode qui est un peu particulier, qui est des caractères masqués, c'est-à-dire là il y avait une possibilité de dire certains caractères, certains textes à l'écran, ou certaines parties de l'écran, pouvaient être masqués, démasqués, en envoyant simplement un code. C'est-à-dire en envoyant 2-3 octets, on démasquait toute une partie de l'écran. Un iframe. Ouais, voilà. Donc ça permettait par exemple d'afficher de façon instantanée un bloc de texte. Voilà, il y avait cet effet-là. Bon, mais ça, c'est un truc pas très utilisé. Donc là, dans le menu qu'on a ici, je peux changer la taille du texte. Donc je vais pouvoir, par exemple, passer en double largeur. Et puis, il suffit que je me positionne à un endroit. Je n'ai même pas besoin de cliquer. Hein. Voilà. Et quand je tape, ça tape directement. Si je peux passer en double hauteur, voilà. Mais vous allez voir, et ça c'est toute la subtilité du vidéotexte, le double hauteur ne peut pas être en quinconce. C'est-à-dire là, à cette position-là, et là, SouriGraph est bien fait, il m'empêche de mettre des caractères en double hauteur où j'ai le bas de l'un qui correspond au haut de l'autre sur la même ligne. C'est pas possible, le générateur vidéo ne sait pas le faire.
Du coup, SourceGraph m'empêche de le faire. Pareil, je ne pourrais pas faire des caractères en double taille à cet endroit-là. Par contre, si je me mets à la ligne du dessous, là, il veut bien. Donc il gérait ça, il gérait ce genre de limitation des générateurs vidéo, donc il est quand même assez loin. Et ça permettait vraiment de faire des pages qui s'affichaient sans aucun problème sur les Minitel. C'était vraiment des pages de bonne qualité. Parce qu'il y a eu plein d'autres outils qui ont existé, mais le code vidéothèque généré n'était pas aussi propre que ça. Je vais repartir d'une page vide, ça sera plus simple que celle-là. Donc on a vu là les changements de taille, on a ça c'est pour activer le souligné, pas souligné, ça c'est les caractères, ils peuvent être normaux ou inversés. Ici, ça c'est pour les caractères graphiques qui peuvent être normaux ou disjoints, alors je vais vous montrer la différence. Pour dessiner quelque chose, voilà, je passe en mode dessin. Ici j'ai le menu en fait qui me permet de passer dans les grandes fonctions de l'outil. Et le mode dessin me permettait à la souris de dessiner directement. Wow. Et ça, à l'époque, ceux qui ont travaillé sur les consoles chèques, c'était caractère par caractère, ils disaient, bon bah ce pixel-là, machin, tatata. J'ai retrouvé des pages papier où on avait dessiné toutes les grilles de pixels, les pixels n'étant pas tous de la même taille, on avait des pixels qui faisaient en fait, un caractère, c'est 10 pixels de haut et je crois 6 pixels de large. Et donc 10 divisé par 3, ça tombe pas juste. Donc on a 2 pixels de 3 caractères, et 1 de 3 lignes et 1 de 4 lignes. Donc ils n'ont pas tous la même taille. Ça fait aussi des trucs un peu bizarres. Donc ça, c'est du graphique non disjoint. Alors vous voyez aussi quand on se déplace, je ne sais pas si vous le remarquez, le petit caractère ici, là. Vous voyez, là ça m'indique dans quel pixel je suis du caractère. Il y a la position. Voilà. Là, je suis au pixel en bas à droite de ce caractère. En disjoint, donc vous voyez, là, j'ai une petite grille qui se met autour de mes caractères et ça me fait du coup des pixels qui sont plus petits et qui se touchent pas. Et donc, ben voilà, on utilisait tout ça pour créer... alors là, on peut changer les couleurs. Donc, par exemple, si je dessine ça, alors pourquoi ça ne me met pas le... Alors, ça va être la couleur d'encre. Donc là, là, vous n'allez pas voir la différence. Ah si, vous voyez la couleur. Moi, avec les niveaux gris, je ne le vois pas trop. Mais là, du coup, voilà, c'est plus la même couleur. Ça, c'est pour le clignotement. Donc, on peut faire... hop, alors ça va être... Parce qu'il y a plein de fonctions, par exemple charger attributs, donc on peut charger des attributs qui sont ici et ensuite on peut appliquer les... alors voilà, j'ai repris les attributs qu'il y avait là et là je vais pouvoir voilà, c'est la pipette, c'est l'équivalent de la pipette. Donc vous voyez, il y a plein de... Alors évidemment c'est pas graphique, mais il y avait quand même énormément d'idées, je trouve, dans cet outil. Et nous, on l'a utilisé pendant des années, y compris quand après on a basculé de l'Apple II et qu'on a travaillé sur du Macintosh. SourceGraph est quand même resté un outil qu'on a beaucoup utilisé parce qu'on allait super vite pour refaire les écrans. Là, c'est plus pour l'eau pour en pour l'instant. Comment ? Non, Il y avait des filtres qui permettaient de prendre une photo ou un fichier. Non, alors ça c'est un truc qui... Non, c'est un holographiste en fait. Ça c'est un truc qu'il ne faisait pas. C'est venu un petit peu après et c'est venu... il y a un logiciel qui a été assez révolutionnaire quand il est arrivé. Alors lui il était sur Macintosh, qui s'appelait Graphitex, qui avait été développé par Philippe Descardaillan, qui était journaliste à la radio 95.2. Et vraiment le rapport. Bon. Et cet outil a vraiment complètement changé la donne sur la création d'écrans. Parce que l'autre chose qu'on ne voit pas du tout là, c'est que les écrans qu'on fait sont des écrans qui sont pas du tout animés. C'est-à-dire des écrans qui vont s'afficher de haut en bas, de gauche à droite, voilà. Alors qu'après, au niveau vidéothèque, on peut très bien envoyer des codes pour faire des animations. Alors c'est assez limité bien sûr, mais on peut faire des choses beaucoup plus fines que ça.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre dessus? La gomme, voilà, hein, la gomme qui efface. Il y a un truc aussi, oui, si on veut, si je veux faire un truc avec des étoiles et que alors je sais plus comment ça marche. Duplication de caractère, je sais plus comment récupérer le caractère. Ouais, ça c'est le réglage de sensibilité de la souris. On pouvait changer la sensibilité de la souris. Donc vous voyez, ça c'est toutes les fonctions qu'on avait. Alors, ah oui, on avait des fonctions qui étaient quand même vachement pratiques. Par exemple, le déplacement d'un bloc. Je peux prendre ce bloc-là et le mettre ici. Voilà. Donc il y a des sortes de copier-coller qui sont dedans. Voilà. Donc ça c'est... On a aussi... S'affiche aussi en permanence ici le numéro de ligne et le numéro de colonne pour savoir où on en est dans l'écran. C'est surtout utile quand on va faire une page où on va mettre des zones de saisie et qu'on veut après noter la position des zones de saisie pour que le code qui va gérer la saisie sur cet écran se positionne bien comme il faut. On a une petite aide en ligne. Alors, voilà, où on voit les codes au clavier pour obtenir des caractères spéciaux, comme les petites flèches. On avait un quart, un demi, trois quarts, je ne sais pas pourquoi ils nous avaient mis ça, mais bon. Le dièse qu'on avait, je ne sais pas pourquoi on n'avait pas forcément au clavier. Les E dans l'eau. Vous voyez que les caractères accentués, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il faut taper le caractère accentué, il faut taper l'accent et ensuite la lettre. Donc par exemple pour faire un accent grave, hop, on va se mettre là. Ah oui. Oui, parce que les accents, c'est pas tous les accents et c'est que sur des minuscules. Pareil, le générateur vidéo ne savait pas faire autre chose. Tout ça, c'est des limitations du générateur vidéo. Mais là, le truc vraiment génial de cet outil, c'est qu'ils se sont totalement appuyés sur le générateur vidéo de la carte AppleTel. Donc malheureusement, on ne peut faire tourner SouriGraph que si on a une carte AppleTel et que si on a une souris. Bon, une souris, ça se trouve, une carte AppleTel, c'est un peu plus compliqué. Donc en émulation, c'est pas la peine, c'est impensable. Sauf s'il y en a un qui veut se réimplémenter l'émulation de la carte AppleTel, ce qui serait super sympa, mais je trouve ça un peu chaud quand même. Tu nous as pas dit quand est sorti SouriGraph? Parce que je ne sais pas exactement. Je pense que c'est 85, 86 par là. La carte AppleTel, elle est sortie septembre 83. Elle a gagné des prix comme meilleur produit et tout. Et SouriGraph, franchement, je sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'ai pas non plus retrouvé la doc de SouriGraph, mais vous avez vu, c'est assez... c'est intuitif, hein. Moi j'ai retrouvé sans problème le fonctionnement du truc. Et donc j'ai refait des écrans, je vais vous montrer des écrans que j'ai refait. C'était quel éditeur de son? C'était toi? Non, c'était PA Informatique. PA Informatique? Ouais. C'est pour le quiz de l'an prochain, ça. Ouais. Notez vite. Notez pour les réponses pour l'année prochaine. Ouais, c'était PA Informatique qui faisait ça. Et à ma connaissance, ils n'ont rien fait d'autre sur Apple II. Hein. Ça fait déjà bien. Alors, je vous ai montré... Alors, ce que j'ai fait là, ce que j'ai, c'est des pages que j'ai recréées pour la plupart, parce que donc j'essaye de monter un musée du Minitel. Il y a certains contenus qu'on arrive à retrouver, mais c'est quand même compliqué. Mais pour montrer à quoi ressemblaient certains écrans ou pour les réafficher sur du Minitel, j'en suis réduit à les refaire, les recomposer à la main, à l'identique, pour pouvoir montrer à quoi ça ressemblait. Alors, un truc que j'ai... refait, c'est ça. Alors, ça vous parle sûrement pas. Ça, c'est la première page du prototype de l'annuaire électronique
Google 0001. Ouais, si on veut, ouais. Qui a été faite pour l'expérimentation de Saint-Malo en 1980. Donc ça, c'était le logo qu'il y avait sur les annuaires papier à l'époque, les annuaires du téléphone. Et donc voilà comment, voilà, ça c'est vraiment les tout prémices du Minitel. Comment? Le T est plus large sur la gauche. Oui, mais... C'est l'écran, c'est l'écran. Voilà. Ouais, c'est l'écran. Bon, alors là, La distorsion. en principe, c'est moins large que ça. Je suis pas en face. C'est moins large que ça. Je peux peut-être me perdre dans les menus pour vous mettre du 4 tiers. Non, surtout pas. Non, voilà. Non, surtout pas. Ah non, là c'est joli comme image. Ah bon, bah d'accord. Reste vintage. Ok. Oui, mais du texte, c'est pas c'est génial. Donc ça, c'était donc ça, c'est une page que j'ai refait. Hein. J'en avais pas de copie. Ça, par contre, alors ça, c'est des pages d'origine, donc qui ont été conservées. Donc ça a été la dernière page en fait du 3615. Hein, voilà, la dernière version, elle ressemblait à ça. Et on voit, là, on a même l'annonce. Attention, 30 juin, on débranche le bazar. Hein. Voilà. Donc ça date de 2012. Hein, c'est vraiment la fin du truc. Alors dans le genre de page que l'annuaire, alors ça c'est, on va aller regarder l'évolution de la page d'accueil de l'annuaire. Donc ça c'est une page un peu plus récente, logo de France Télécom, le 11, donc c'est avant le 3611, hein. Donc on peut à peu près le dater 88 par là, 87, ça doit être dans ces eaux-là. Avant la numérotation à 10 chiffres, tu penses, avant 96. Non, le 11 il a existé encore après. C'est pas. Alors, le 11 s'est arrêté à cause du 112. Oui, c'est quand ils ont ouvert la concurrence après. Non, c'est pas ça. Le 112, numéro d'urgence européen, pour pouvoir libérer le 112, ils ont déplacé le 11 sur le 3611. Alors qu'à l'époque, tous les numéros, les renseignements téléphoniques, c'était le 12, tous les numéros courts, très courts, c'était ça. Et ils l'ont dégagé pour ça. Bon, et puis, parce que je me suis amusé à refaire l'annuaire électronique, je me suis dit on va refaire des sites emblématiques, des services emblématiques du Minitel. Yes. SNCF.com. Yes. Non. Alors, ah non, je peux t'en montrer un autre avant. Je peux mettre Marie-Claire. Marie-Claire est là. Donc, c'est mieux. j'ai refait. On veut s'envoyer des messages sur RTL. Ouais. Ah oui, RTL, ouais. Donc ça, c'est. Ah, enfin. Donc ça, c'est une page. en noir et blanc. Alors en noir et blanc, c'est un peu. C'est pas mal en couleur. C'est plus suggestif C'est en pas noir. mal en couleur. Non, le rose est pas mal. Mais alors ça, pour l'anecdote, je l'ai refait en partant d'une vidéo que quelqu'un a fait avant l'arrêt du Minitel, donc qui date de 2012, d'une vidéo qu'il a postée sur YouTube où il montre toute une session complète sur le 3615 ULA. Et donc j'ai refait, en partant de cette vidéo, les écrans, les uns après les autres. Donc ça, c'était la page d'accueil. Il fallait se connecter, donc pseudo, mot de passe, pour se connecter. Et puis après, il y a... Donc ça, c'était le sommaire général du LA. Donc, qu'est-ce qu'on trouvait sur ULA? Parce que c'est marrant, aujourd'hui, on fantasme vachement sur ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on trouvait? Il y avait du dialogue en direct, c'était du chat. Bah, je sais, on trouvait Didier. On trouvait Didier sur ULA. Didier, tu peux nous expliquer ce qu'on trouvait sur ULA? C'était cool. Il y avait des petites annonces de rencontres, il y avait un système de messagerie avec des boîtes aux lettres, et puis il y avait des trucs genre horoscope, tarot, tout ça. J'ai même découvert, en fait moi je n'étais pas un grand utilisateur du LAN, j'ai même découvert, donc ça c'est à la fin, hein, c'est en 2012, on pouvait envoyer des SMS par Minitel à partir du 3615 ULA, bon évidemment le compteur tournait, hein, et puis on pouvait accéder à des mails, X-mails, ça pareil, je savais pas. Et donc c'est marrant de voir, parce que c'est un service qui a fonctionné vraiment jusqu'à la fin. La marque existe toujours.
Le domaine internet 3615 ULA existe et il appartient à une société et c'est un site de rencontre. Ils vendent des t-shirts. Voilà. Alors les autres choses que je peux vous dire, c'est le 3615 existe toujours, mais il a été revendu par France Télécom comme un numéro Audiotel. Aujourd'hui, c'est un service Audiotel. Voilà. Femme battue. Je ne sais pas franchement ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Xavier Niel, il n'y a aucun rapport avec 3615 ULA. Internet, 3615 Internet. Voilà. Et il y a, Ça, c'était vraiment alors, il n'y a pas eu que cette messagerie, il y en a eu plein d'autres évidemment. Hein. Mais alors, il y a eu un paquet de prénoms. Bon, c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé une pub 3615 Odile et ma femme s'appelle Odile. Je n'ai pas encore fait le t-shirt, mais je crois qu'un de ces quatre, j'ai dû faire un t-shirt. Mais il y avait Aline, et tout ça, ça appartenait beaucoup à des groupes de presse parce qu'au tout début du Minitel, pour pouvoir avoir un service, il fallait avoir un numéro de commission paritaire. Et les numéros de commission paritaire, il n'y avait que les organes de presse qui en avaient et les radios libres. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de choses avec des radios libres parce que c'était une façon assez simple d'obtenir un numéro de commission paritaire. L'autre façon simple d'en avoir un et d'être autonome, c'était de faire un journal totalement bidon, qui suffisait d'éditer à 100 exemplaires et de vendre 50 de ces exemplaires, et ça permettait d'obtenir un numéro de commission paritaire. Donc il y avait une règle, mais elle était pas mal détournée. Et puis bon, il y a eu plein d'évolutions, y compris législatives. Hein. Il y a même eu, on peut même retrouver dans le journal officiel une liste de services qui sont considérés à contenu pornographique. Donc voilà, c'est clairement... et ça publié au journal officiel, donc c'est quand même assez étonnant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je crois que j'ai fait à peu près le tour, ça va me revenir, mais n'hésitez pas sur les questions. Est-ce que c'est connu, ces numéros 3615, 3614? Est-ce qu'il y a une signification particulière dans le choix de ces numéros? Pourquoi pas un E3 ou je sais pas. Alors, pourquoi 3615, pourquoi 3614, etc. C'est parti du 11. J'ai pas le détail. Ce que je peux dire, c'est qu'avant que ça soit le 3615 et tout ça, il y a eu d'autres numéros avant. Le 615 91 77, c'était le numéro qui était utilisé avant qu'il y ait les numéros courts, plus faciles à mémoriser. Et pareil, à un moment, ces numéros étaient des numéros en plaques parisiennes, et donc quand on appelait depuis la province, c'était 16, 1, 615, 91, 77, il y avait le 613, le 614 et le 615. Ensuite, il y en a eu d'autres, il y a eu les 3616 et 3617 qui sont arrivés, où là, ça a été fait pour avoir un numéro différent, pour permettre d'avoir uniquement sur les 3616 et 3617 des numéros des services professionnels et pas des messageries. Parce que le problème qu'il y a eu, évidemment, c'est l'utilisation des 3615 sur le lieu de travail. Parce que ça coûtait cher, ça coûtait 1 franc la minute. Donc, ou plus précisément, une taxe de base toutes les 45 secondes. Donc, 1 franc la minute, ça revenait quand même cher. Et il y a beaucoup de gens qui utilisaient... il y avait des Minitel dans les bureaux et qui les utilisaient sur leur lieu de travail. Donc le fait de faire un numéro différent, ça permettait dans l'autocom de l'entreprise de bloquer le 3615, d'autoriser le 3616. Donc on pouvait aller sur 3616 infogreffe pour aller vérifier un truc, ou 3617 vérif, et pareil, il y avait de la publicité aussi pour tout ça. Il y a même eu un mini scandale, parce que pour avoir un 3615, il fallait un numéro de commission paritaire. Et le jour où le 3615 SCF est arrivé, les professionnels ont dit, mais quoi, c'est un organe de presse, une radio? Qui c'est ces gens-là? Et donc, il y avait aussi des passe-droits. Voilà. Bah, il dit d'un magazine, SNCF, dans les TGV. Sauf qu'il aurait été plus logique qu'ils soient disponibles en 3616 comme en 3615, parce que ça peut permis... Ils étaient disponibles sur les deux. Voilà, ça a été disponible sur les deux pour que justement tu puisses aller consulter tes horaires de train. Voilà. Après, j'avais des boîtes qui avaient aussi des numéros 36 quelque chose, mais à 8 chiffres. Alors, oui, il y avait aussi des numéros surtaxés
à 8 chiffres, des 36, je sais plus quoi d'ailleurs, mais il y a eu aussi des numéros surtaxés comme ça. Et puis, on n'était pas du tout obligé de passer par le 3615, c'est-à-dire le système Télétel et le kiosque, ce qui s'appelle le kiosque Télétel. On pouvait très bien appeler un numéro de téléphone direct, il suffisait qu'il y ait un modem à l'autre bout, et puis hop, on se connectait. Donc moi, le microserveur, pourquoi microserveur? C'est parce que j'avais une seule voix, donc il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait se connecter à la fois, qui tournait sur mon Apple IIe, il fonctionnait comme ça. Et il était branché sur une ligne de téléphone, et il recevait les appels les uns après les autres. Mais ça, je vous en parlerai demain, hein, sinon, voilà, je garde ça pour demain. On avait quand même du choix. Quand on voit les tout premiers annuaires des services, en 83-84, donc c'est vraiment le tout début, la moitié des services qui sont proposés à l'époque, bon, il y en a 250, hein, mais il y a quand même la moitié de ces services qui sont par des numéros de téléphone direct. Et la moitié qui sont par des 613, 614, 615. Voilà, donc il y a vraiment les deux. Et en général, quand c'était du privé, il y avait aussi une seule voie d'entrée et donc une seule communication à l'époque pour la plupart, j'imagine. Non, tu pouvais avoir plusieurs accès parallèles, il fallait autant de lignes de téléphone. La plupart c'était une voie ou c'était plusieurs voies, on ne sait pas. Je pense qu'il y avait un peu des deux. Mais pour les trucs qu'on faisait en bidouille, tu vois, moi j'avais 18 ans quand j'ai fait ça. Hein. J'avais une ligne de téléphone. Après, j'ai créé ma société et là, on a même fait un autre serveur multivoix, 4 accès, 4 Apple II, un vrai et 3 clones. Et puis pas des cartes Apple Tel dans chaque, ça coûtait trop cher. Donc c'est pareil, j'ai fait ensuite des versions de mon serveur qui marchaient avec d'autres types de modems qui étaient moins coûteux que l'Apple Tel. Est-ce qu'il y a des cartes modèles multivoix? Pour Apple II, ça ne me dit rien du tout. Franchement, ça ne me dit rien. Déjà, des cartes série, multiport série, c'est pas bien courant. Ouais, tu mets plusieurs cartes. Ouais, tu mets plusieurs cartes. Bon, il y a un moment où tu es limité. Après, tu es limité par la capacité de l'Apple II à traiter ça. Et donc voilà toute l'évolution et ça. L'Apple Tel a vraiment été extrêmement utilisé et il y a eu beaucoup d'autres microserveurs que le mien. Jusqu'à quand? Moi, j'ai fait la bascule en 86-87. 86-87, je suis passé sur le Mac et là, j'ai un trou noir mémoriel concernant l'Apple II. Je ne sais même pas ce qui est devenu mon Apple II à l'époque, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Et je vous raconterai la restauration demain, au-dessus. Ouais. Alors la grande époque du Minitel, si on regarde les statistiques de trafic établies par France Télécom à l'époque, le pic c'est entre 88 et 92. Avant ça monte, après ça descend. Entre 88 et 92, c'est là qu'on a le trafic le plus important sur le Minitel. Et je crois le Minitel 2. Et ça a commencé à... Donc en 85, 86, c'était vraiment marginal le Minitel. C'était vraiment oui, oui, parce que... C'est pour ça que la carte Apple Tel était vraiment... le déploiement... en avance, parce que 83, il n'y avait rien sur le Minitel. Et il y a des choses qui sont prévues dans la carte Apple Tel que j'ai trouvées entre autres dans les docs de la carte Apple Tel, comme la gestion d'un lecteur de carte à puce. Ça, c'est des choses aussi qui ont été abandonnées assez tôt dans le Minitel, qui a été... je peux vous raconter un peu le début de l'histoire du Minitel. C'est... On pouvait connecter une boîtier de carte à puce sur le Minitel. Oui. Et dans les toutes premières expérimentations qui ont commencé en 1980, à partir de fin 80 à Vélizy, il y avait des lecteurs de carte à puce qui étaient utilisés pendant ces expérimentations. À l'époque, ils n'avaient pas envisagé le système du kiosque. Il n'est venu qu'au cours de l'expérimentation de Vélizy comme étant une solution beaucoup plus souple que les lecteurs de cartes à puce coûteux, les cartes à puce qui étaient encore très loin de la généralisation à l'époque, hein, on était encore avec la carte magnétique. En fait, le fait d'être facturé de façon anonyme,
sur les factures de téléphone, c'est pareil, vous faisiez du 3615. Et sur la facture de téléphone, il n'y avait pas de facturation détaillée. On ne savait pas que c'était sur 3615 ULA que vous étiez allé ou 3615 SNCF. Donc ça, c'était aussi des choix de la part de France Télécom importants. Hein, on cachait un peu le truc. Alors, dans les objets autour du Minitel que j'ai pu retrouver et récupérer, j'ai un objet que j'ai oublié de prendre, c'est dommage. C'est un verrou pour Minitel, donc qui se mettait sur les Minitel TELIC, ceux où il y a le clavier qui se rabat, et donc c'est le verrou avec une clé pour éviter que quelqu'un l'utilise. Voilà, donc il y avait ça. Il y avait même des verrous aussi sur les cadrans téléphoniques qu'on pouvait tourner, hein, il y avait ça. Mais le verrou pour Minitel, ça, j'étais super content de le trouver, ce truc-là. Et ce qui est étonnant aussi autour du Minitel, c'est ce que j'appelle la péri-Minitelie, c'est-à-dire tous les périphériques qui ont été conçus pour le Minitel. Alors il y a évidemment les imprimantes, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des ordinateurs qui ont été conçus comme étant un complément du Minitel. Il y a eu par exemple la société Telmi qui a fait un truc qui s'appelait le Péri-Minitel, qui était un ordinateur avec un 6809, avec de la RAM, etc., mais pas de générateur vidéo, pas de clavier, une liaison sur le Minitel, et tout se faisait à l'affichage. Tu avais l'Excel Vision aussi. Alors l'Excel Vision, c'est différent. C'est un peu différent. Donc ils ont fait l'Exceltel. Alors ça, c'est autre chose. C'est des ordinateurs dans lesquels on a implanté des fonctions de type Minitel. Donc il y a l'Excel Vision qui a été décliné en Exceltel. J'en ai un. Il y a l'Atmos qui a été décliné en Telestrat. J'en cherche un au cas où. Patrice, un client. Voilà. Et attends, Thomson a fait, il y a le TO9 Plus aussi qui avait un modem. Il y a aussi eu pour le TO7 un modem avec logiciel d'émulation Minitel, donc ça j'en ai un. VSCOM. Comment? VSCOM sur GS émule le Minitel. Alors après c'est autre chose. C'est un logiciel d'émulation qui utilise un modem. branches sur le Minitel. Ah oui, ok. Que tu branches sur le Minitel. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on a beaucoup fait. C'est un modem à l'époque, ça coûtait horriblement cher. Et donc le Minitel étant gratuit et vu qu'il y avait la prise DIN à l'arrière qui correspondait à un port série, on a tous utilisé les Minitel comme modem. Et là, c'est bien. Et les Minitel très très vite ont été retournables, c'est-à-dire que, parce qu'ils avaient une vitesse qui était asymétrique, ils recevaient à 1200 volts et ils envoyaient à 75. Et donc, très vite, dès les Minitel 1, il y a eu une toute première génération où ils n'étaient pas retournables, et la deuxième génération de Minitel 1, avant les standards, avait un modem qui était retournable. Donc, et ça permettait du coup de faire un serveur avec un Apple II, une carte Super Série, un petit boîtier pour détecter la sonnerie du téléphone, parce que c'était le truc qui manquait. Parce que les Minitel à l'époque n'avaient pas de... Ensuite, ils ont eu un module téléphonique qui permettait de composer des numéros de téléphone, mais aussi de détecter la sonnerie à partir des Minitel 2. Mais avant, il n'y avait pas. Oui. Tu parles de ton souhait de monter un musée du Minitel, c'est super, et ça amène à dire il y a les serveurs Minitel, c'est l'histoire, mais il y a aussi la data, c'est-à-dire les conversations. Est-ce que ces conversations-là, on sait les retrouver? Est-ce qu'elles ont été archivées? Qu'est-ce qui a été gardé ou pas? Ben ça alors, il y a prescription, c'est bon. Tu risques rien du c'est l'histoire. C'est l'histoire. Tu veux compléter? Ah, c'est ça, les conversations. Vas-y. Deux choses. La première, c'est sur le Telestrat. Si tu ne le sais pas encore, tu as un super club Loric, un appareil qui est super sérieux, il se fait une fois par an, et c'est super pro. Les mecs, c'est super pro. Donc je t'invite à les... Théorique.org. Voilà. Ok. Mais vraiment, les mecs, c'est super professionnel, hein. C'est carré. Et la deuxième chose, compte tenu que l'INA a fait depuis déjà un petit moment un travail de collecte, je pense, du jeu un peu à la Arlet.org, est-ce qu'ils n'auraient pas pensé à récupérer des choses concernant le Minitel? Qui ça? l'INA. Ah, je t'aurais déjà demandé. D'accord. Mais ils ont rien. Non, l'INA, c'est pas... Non, ils n'ont rien non plus. Le mec d'Airplane.
Le mec d'Artel explique qu'en fait son disque dur était circulaire et qu'il a donc que les 10 derniers mégas en fait. Et en fait il a jamais conservé. Voilà, en fait il a voilà, c'est circulaire donc en fait tout ce qui est avant il l'a plus, même lui il l'a pas en fait. Le mec d'Artel oui, un an en fait, même je crois qu'il a un gros problème avec les sauvegardes et qu'il a tout perdu. Enfin il y a eu beaucoup de discussions voilà. pour essayer de. Il a eu que la dernière année en fait. Ouais. Mais même c'est intéressant. Même si c'est un instantané c'est intéressant. Donc alors je vais répéter ta question parce que voilà donc qu'est-ce qui reste des contenus échangés, des messages, etc. Il reste forcément des trucs ici ou là. C'est pas évident de retrouver parce que c'était pas du tout centralisé. On a une fausse idée du Minitel avec cette idée que France Télécom contrôlait tout, centralisé. Non, eux ils fournissaient un tuyau qui permettait à un terminal de se connecter à un serveur, mais le serveur il était chez moi ou dans d'autres entreprises. Et du coup, à part les quelques services qui étaient directement opérés par France Télécom, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Et à l'époque, les organismes publics qui auraient dû être chargés de cet archivage, entre autres, ils nous ont quand même bien emmerdés pendant longtemps à considérer qu'un service Minitel était un service audiovisuel qui allait faire une déclaration au procureur de la République, que ceci, que cela. L'Institut national de l'audiovisuel aurait dû archiver les contenus. En partie, pas tout, mais archiver une part des contenus. Ils n'ont rien. Ils n'ont strictement rien. Ils ont appris avec le Minitel, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a l'INA et la Bibliothèque nationale de France qui archivent le web français. Alors, attention, hein, ils archivent les sites principaux et ils archivent les pages d'accueil et tout, ils ne vont pas dans le détail, mais il y a eu une prise de conscience de l'importance. Donc aujourd'hui, la chose la plus difficile, on retrouve du matériel, moi je retrouve même des prototypes, je retrouve des trucs complètement improbables, mais en termes de contenu, c'est vachement plus compliqué. Et de temps en temps, on tombe sur des pépites. Je suis rentré en contact de façon fortuite avec quelqu'un qui a participé au tout début de l'aventure du Minitel, quand le Minitel ne s'appelait pas encore Minitel, quand le nom Télétel n'avait pas encore été choisi. Télétel, ça existe avant le Minitel, c'est 78, et Minitel, c'est 81. Et donc, on fait des réunions maintenant à peu près tous les trimestres à Paris entre passionnés qui essayent de restaurer et de préserver tout ça. Et donc, Philippe vient avec une boîte de disquettes, 8 pouces, et il nous dit, oui, alors voilà, j'ai des disquettes, mais je ne sais pas si on peut les lire, et il nous sort les disquettes. Moi, je commence à regarder les disquettes, et je vois une disquette avec marqué « Portrait Mitterrand ». Le journal de France 2. Le fameux, ouais. D'Antenne 2. Antenne 2, 10 mai 81, 20h, le nouveau président de la République est 1200 beaux. Et donc, il a la disquette originale sur laquelle a été faite la tête de Mitterrand. Mais maintenant, le challenge, c'est de trouver des disquettes pour Portrait Giscard et de voir à quoi ressemblait l'autre. C'est ça qui est génial. C'était pas dans la même boîte. Mais il a 300 à 400 disquettes. Et sur chaque disquette, il y a une trentaine d'écrans. C'est quoi comme si tu veux, c'est quel hardware? C'est quel hardware? C'était une console Unitel, c'était basé sur l'IBM, les disquettes 8 pouces, elles sont codées en EBCDIC, en data set record, c'était un format IBM. J'ai fait de l'EBCDIC, c'est pas grave. Oui, non mais c'est pas grave, mais si tu veux, quand on a vu le truc, je fais non, ça c'est pas du vidéotexte, voilà, et puis bon, ça a pris 5 minutes sur Twitter avec un acharné du Minitel, je me dis, mais c'est de l'EBCDIC. Oui. Une fois que tu décodes, tu fais ah oui, bah là j'ai mon vidéotexte, c'est bon, et puis après on a compris comment était encodée la disquette, donc c'est bon. Vous avez réussi à relire la 8 pouces en fait. Oui. C'est Jean-François Delnero qui nous a fait ça, puis on lui a dit bah écoute, vu que t'en as fait une, maintenant on en a 400, donc voilà. Et on tombe comme ça de temps en temps sur des coffres au trésor, quoi. Quand il nous a sorti ça, je fais l'image emblématique du Minitel en France. Voilà, et ça c'est un truc, parce qu'on l'a revu en plus cette image. Et, alors ce qui est très marrant quand même, c'est que ça c'est mai 81, la marque Minitel a été déposée un mois avant. Vous voyez, il n'y a pas encore un Minitel dans les foyers, quoi. Là on est plus proche presque d'Antiope, mais Antiope, c'était un affichage Minitel, c'était du 1200 beaux, c'était pas un affichage Antiope. Et c'est étonnant de retomber là-dessus, quoi. Alors on l'a pas encore relu, on l'a la page, on a une copie, mais on n'a pas encore relu cette disquette originale. On s'est dit
on va être sûr de pouvoir les relire. Mais voilà, moi je tombe aussi sur des prototypes, des trucs qui se comportent pas tout à fait comme un Minitel, mais celui que j'ai amené et que j'ai mis là, c'est un prototype, c'est pas un Minitel définitif. Il a des petits bugs d'affichage, il a des petits défauts. Voilà, il y a des trucs comme ça, un peu étonnants. Et puis, alors, sur le contenu des services, on est quelques-uns à avoir quand même... Enfin, moi, j'ai commencé à creuser avec mes connaissances de l'époque. Donc, la restauration de mon serveur Computel de 86, j'ai tous les messages dans les boîtes aux lettres et les forums et tout ça de l'époque. C'était un backup complet du disque dur que j'utilisais à l'époque, qui est un disque dur partagé en réseau. Et donc, j'ai tout, voilà, c'est un instantané fin 86. Donc, c'est marrant de voir ce qu'on se racontait dans les messageries. Évidemment, c'était pas crypté, il fallait tout lire. Hein, donc, j'ai un copain qui a restauré il avait fait un site qui s'appelait 3614 Hacker, donc il l'a restauré, il l'a remis en route. On peut y accéder avec un émulateur sur www.3614hacker.fr. Il marche à l'identique, par contre, il n'a pas restauré le contenu, mais il l'a. J'ai un autre ami qui faisait 36, je sais pas si c'est 15 ou 14 teasers, ça te dit peut-être. Ah oui. Donc Jean-Claude, il est en train de bosser sur la restauration de teasers. Et il a un backup un peu ancien, mais il a un backup aussi. Donc c'est intéressant pour des chercheurs ou des sociologues. Et en fait, moi, je me suis réintéressé à tout ça parce que j'avais complètement. Alors moi, le Minitel, j'avais mis complètement ça de côté, et c'est à cause d'un chercheur américain d'origine française que j'ai rencontré à l'occasion de la soirée, une des soirées qui a été organisée à Paris le 30 juin 2012 pour la fin du Minitel. Moi, je l'ai surnommé la soirée Connexion de fin, je m'étais fait un t-shirt Connexion. Et j'avais amené des Minitel, mais j'avais pas réussi à refaire fonctionner un serveur, et ça m'avait vraiment emmerdé. J'ai bricolé un truc sur un Arduino qui affichait des tweets, tous les tweets où il y avait le mot Minitel s'affichaient sur un Minitel. Et donc il m'a dit, mais est-ce que tu as des backups, est-ce que des trucs? Je dis oui, j'ai des trucs, mais il faut que j'arrive à les relire. Et donc c'est que le printemps dernier qu'en cherchant autre chose, je retombe sur mon bac de disquettes d'Apple II, et je me dis, bon, il faudrait quand même que j'essaye de les relire. 30 ans après, est-ce qu'elles sont encore lisibles? Et j'avais plus d'Apple II, j'ai racheté un Apple II, mais ça, tout ça, je vous le raconterai demain. Voilà. Super.